Alors, nous allons donc commencer cette dernière table de la matinée, réinventer la féminité avec Niki de Saint-Phal. Je suis très heureuse, très honorée d'accueillir Gwenaëlle Aubry, qui est philosophe, spécialiste de Plotin, qui est aussi directrice de recherche au CNRS et qui est aussi écrivain. Je suis très heureuse de l'accueillir, d'abord parce que je la retrouve alors que nous fréquentions les mêmes lieux lorsque nous passions l'agrégation de philosophie il y a bien longtemps, et que je me souviens du sujet que nous avions à traiter une fois, qui était « Peut-on s'affranchir de la subjectivité ?» Et je me dis finalement que voilà, nous sommes en train de continuer de traiter ce sujet avec Éric Marty et maintenant peut-être aussi avec cette table sur Saint-Phal. Je suis très heureuse et très honorée aussi parce que la parution, il y a maintenant plus de 10 ans, de son livre « Personne » avait vraiment été, pour moi, un événement. Ça avait fait rencontre. C'est un livre qui m'avait beaucoup touchée, de par sa dimension intime et aussi de par la qualité de son écriture. Et enfin, parce que la parution donc, de Saint-Phal, le dernier livre de Gwenaëlle Aubry sur Niki de Saint-Phal, nous donne l'occasion de l'entendre aujourd'hui dans notre journée. Alors, voici comment j'introduirai les choses, par peut-être d'abord une citation du livre. « Avec elle, écrit Gwenaëlle Aubry, j'avance à rebours, je tourne à l'envers, je vais vers l'enfance. » Avec elle, en effet, avec Niki de Saint-Phal, Gwenaëlle Aubry, vous nous emmenez non seulement vers l'enfance, mais aussi vers une réinvention de la féminité depuis une subversion des normes de genre. Cette réinvention, qui est aussi métamorphose, est celle d'une femme qui a su transfigurer sa fragilité en puissance. Elle a opéré ce que vous appelez, Gwenaëlle Aubry, une transmutation de la matière noire. Et cette matière noire fait bien sûr référence au trauma de l'inceste, cet inceste que Niki de Saint-Phal a subi dans son enfance, mais pour nous, en psychanalyse, cette matière noire, elle fait aussi référence au continent noir et à la sexualité féminine. Comment Niki de Saint-Phal est-elle passée d'une enfance fêlée, cette enfance qui ne peut constituer pour elle un point d'appui, à cette assomption de ce que vous appelez, Gwenaëlle Aubry, d'un désir monstre d'où naissent les mondes. C'est ce que vous allez nous montrer, car pour Niki de Saint-Phal, il n'est pas seulement question de rejoindre son désir et sa puissance créatrice, mais aussi de survivre à l'enfant morte qu'elle abritait. Et pour cela, il faudra la mise à exécution. Il faudra le vol du feu aux hommes et l'invention de la déesse mère. Nous vous écoutons. Merci, chère Clotilde Guilde, pour ces mots. Merci aussi à vous et au département pour votre invitation. Alors, quelques mots d'abord pour éclairer rapidement le projet et la forme de ce livre qui travaille à la conjonction de plusieurs genres littéraires. Ce n'est pas ce qui vous intéresse ici, mais il se trouve que la catégorie de genre est, dans le champ littéraire, de plus en plus fermée. Puisqu'il mêle, ce livre, des propositions théoriques à des lignes narratives, tout en proposant une traduction poétique du langage visuel de Saint-Phal. Ce livre, en fait, prend la forme d'un jeu, JEU, et plus précisément, mais de façon plus équivoque aussi, j'y reviendrai, d'un tir. Je joue avec Saint-Phal, je tire ses cartes, pas toutes, celles ces arcanes majeures du tarot qu'elle a semées, solidement coulées dans le béton et serties de céramique et d'éclats de miroir dans les plis d'une colline en Toscane. C'est le jardin des tarots. Je tire certaines de ces cartes et je les lis en cherchant à voir comment chacune d'entre elles hybride des fragments de son œuvre, des fragments de sa vie, mais surtout, et plus encore, comment chacune d'entre elles est un geste de conjuration, un rituel de survie. Ce mot de survie, je l'entends là aussi en deux sens. Comme résistance aux puissances mortifères, mais aussi comme vie plus intense, vie de grand ou de grande vivante.
Dans son ambivalence, ce mot chiffre mon propre rapport à l'écriture. C'est déjà la survivante que je pistais chez Sylvia Plath, c'est la poétesse américaine. C'est ce même mouvement de relance vitale, de ressaisie, qui anime les figures de femmes, elles fictives, qui peuplent mes romans. Je crois que l'art, la littérature sont peut-être l'unique moyen de renvoyer au monde la violence qu'il vous fait. Et c'est aussi en ce sens que je tire, au sens cette fois du tir de combat, celui des shooting paintings de Saint-Phal, c'est en ce sens aussi que je tire avec et grâce à elle. Fuir, mais en fuyant chercher une arme. Vous connaissez cette phrase de Deleuze qu'il emprunte au Black Panther George Jackson. J'ai fui dans le jardin des tarots, qui ouvre à même le monde un grand ailleurs, mais j'y ai aussi cherché des armes. Il se trouve en effet que, tandis que j'écrivais ce livre, le réel y a fait une violente effraction, sous la forme à la fois de deuil privé et du désastre collectif qui nous a tous frappés, la pandémie. Un livre n'est pas une chambre close où se confiner. Quand le réel frappe à la porte avec pareille insistance, on lui ouvre. C'est ce que j'ai fait en tirant d'autres cartes qui n'étaient pas prévues dans la construction initiale. La mort, le pendu et le fou, donc toujours des arcanes majeures du tarot. J'ai tiré ces cartes, je les ai jouées, et c'est peut-être à ce moment-là, alors qu'il bifurquait, que le livre a rejoint son projet, c'est-à-dire s'est mis à faire ce qu'il disait. On retrouve ici le performatif. Le livre est à son tour devenu un geste de conjuration. L'art ne peut pas changer le réel, ça se saurait, mais il peut le rejouer. Et rejouer le réel, c'est, sinon en triompher, du moins réarmer le possible. Alors, je ne vais pas ici recommencer ma partie de cartes, ni à proprement parler présenter ce livre, puisque d'abord je l'extrais de la langue dans laquelle il est écrit. D'autre part, je vais en extraire des motifs qui, à l'exception du premier, n'y figurent pas en tant que tels, mais qui sont à mon sens centraux dans l'œuvre de Saint-Phal et liés aux questions qui nous occupent aujourd'hui. Donc ces trois motifs, ces trois cartes que je vais tirer successivement, sont l'enfance, l'impénétrabilité et l'hermaphrodisme. Le livre s'intitule donc Saint-Phal, montée en enfance. Ce titre dit plusieurs de ses projets. Saint-Phal, d'abord, sans prénom, sans ce Niki enfantin où s'entend la victoire, Niké en grec, dont la ville de Nice, où Saint-Phal a été interné à l'HP, tire elle aussi son nom, et que sa mère a substitué au Marie-Agnès choisi par le père en souvenir de l'une de ses maîtresses. Saint-Phal sans Niki, car j'ai voulu aller contre cette habitude, toujours bien ancrée, qui veut qu'on appelle les femmes artistes, actrices, autrices, par leur prénom. Personne n'appelle Picasso Pablo. Bon. Juste un patronyme, donc. Ce patronyme qui articule le religieux et le masculin, et que toute l'œuvre de Saint-Phal, à mon sens, va démembrer puis remembrer pour métamorphoser le poids de la lignée en un signe triomphal. Saint-Phal est né, je le précise, d'une lignée d'hommes puissants, aristocrates, hommes de cour, financiers, né étranglé, cordon ombilical en double lacet autour du cou, le 29 octobre 1930, soit un an très exactement après le Black Tuesday, et, dit-elle, « The Fall of Saint-Phal », la ruine de l'entreprise familiale. Montée en enfance, enfin, car pour la première fois, avec ce livre, j'ai écrit non plus à partir de l'adolescence, mais en direction de l'enfance. Au fil des tarots et des sentiers du jardin, je me suis mise en quête non seulement des traces monumentales de Niki de Saint-Phal, mais de celles plus ténues de l'enfant que j'ai été. La petite, elle apparaît sous ce nom dans le livre, la petite que je prends par la main pour l'emmener avec moi au jardin des tarots. Il se trouve que je crois, c'est une proposition un peu sauvage, mais je crois que les artistes et les écrivains se partagent en deux tribus. La tribu de l'enfance et celle de l'adolescence. C'est le rapport à la langue qui est en jeu ici, mais bon, ça, j'ai pas le temps d'en parler. Saint-Phal est évidemment l'une des reines de la tribu de l'enfance. Elle est l'artiste enfant, dit Tinguely. C'est une chose que j'admire énormément.
Ce que l'on connaît le mieux de son œuvre, et qui, je viendrai, fait écran, ce sont bien sûr les nanas, rondes, dansantes, bariolées de couleurs vives, et que les petits, à l'école maternelle, apprennent à reproduire. Mais cette enfance-là, apparemment joyeuse, docile et inoffensive, est chez Saint-Phal une conquête, une destination. Elle abrite en effet, Clotilde Guille le rappelait, et les nanas, d'ailleurs avec elle, une enfance saccagée. Elle a été violée par son père à l'âge de 11 ans. Cet inceste, elle le dit très tard, à 63 ans, alors qu'elle a déjà semé dans le monde entier ses géantes, ses jardins magiques et ses monstres. Donc il ne s'agit pas d'en faire la clé de son œuvre, mais bien sûr, c'est là. Ce qui m'intéresse, ce sont les différentes stratégies de survie, là encore, par lesquelles Saint-Phal s'en tire, y compris très littéralement en tirant. J'en prélève ici quelques-unes. D'abord, elle donne de l'inceste une lecture immédiatement politique. Il s'inscrit, dit-elle, dans une logique de domination. La récompense des soldats, je cite, la récompense des soldats, c'est le viol. Et en même temps, l'inceste procède, selon elle, je cite encore, d'une lamentable rébellion. À partir de là, elle procède à une double inversion. Elle choisit de, je cite, faire la révolte et de passer du côté des dominés. Le viol me rendit à jamais solidaire de tous ceux que la société et la loi excluent et écrasent. Changer de camp et opposer sa grandiose révolte à la misérable rébellion de son père, mais aussi, je la cite encore, voler le feu aux hommes. Autre inversion, celle du regard. Quand elle était enfant, son père et elle jouaient à Colin Maillard, donc Blind Man en anglais, et ce jeu était prétexte à attouchement. Elle met cela en scène dans un film sorti en 1974, co-réalisé avec Peter Whitehead et tourné au château de Beauregard. Daddy, comme le poème de Sylvia Plath, sous-titré « Journal d'une psychotique ». Un film rageur, violent, obscène, profanatoire, qui fit scandale à sa sortie. Seuls Lacan et Godard l'ont défendu, ce qui n'est déjà pas si mal, et que je ne peux pas décrire en détail ici, mais où l'on voit le père, tantôt voyeur, tantôt aveuglé, Oedipe aux yeux bandés de mousseline blanche. À travers ce film, il s'agit selon moi pour Saint-Phal de se rendre maîtresse du regard du père, de décider enfin de ce qui va être donné à voir. L'obscène, qui est présent, très présent dans le film, l'obscène est l'instrument qui permet de ne plus tromper l'œil, de ne plus se tromper d'œil. Dans son autre film, qui s'intitule « Un rêve plus long que la nuit », on entend cette ritournelle « Je suis une personne en trompe-l'œil ». À quoi s'ajoute que la mère de Saint-Phal, une mère violente, avait, elle, pour ritournelle « Children should be seen and not heard ». Les enfants doivent être vus et non pas entendus. À quoi Saint-Phal, devenu grande, répond « Moi, je montrerai tout ». Décider de ce qui va être donné à voir, donc, mais aussi tout montrer, y compris et surtout ce qu'on ne veut pas voir, le sexe, le corps, mais aussi les femmes, les noirs, les femmes noires. Saint-Phal articule d'emblée Black Power et Nana Power. S'ils s'unissaient, ils casseraient tout, dit-elle. Quand elle quitte les États-Unis en 1952 avec son premier mari, l'écrivain Harry Matthews, qui était un grand ami de Pérec, buveur athlétique et futur membre de l'Oulipo, c'est pour fuir sa famille, mais aussi le macartisme et le ségrégationnisme. Matthews et elle ont été très marqués par la lecture d'un roman de Ralph Ellison qui s'intitule « The Invisible Man » et qui s'ouvre ainsi. « Je suis un homme qu'on ne voit pas. Je suis invisible, comprenez bien, simplement parce que les gens refusent de me voir. » Tout montrer, donc, mais aussi, et peut-être avant tout, montrer l'enfance comme monstre. Je crois que Saint-Phal sait que ce ne sont pas les monstres qui pourchassent les enfants, mais que l'enfance est elle-même le monstre auquel on tente sa vie entière d'échapper. Pour suturer l'enfance fêlée qu'elle porte en elle, elle a recours à un lexique enfantin, elle puise dans les contes et les légendes, dans les comics américains, elle agglomère dans ses premières œuvres des poupées et des jouets. En somme, elle code l'enfance par l'enfance. Mais sous ces airs naïfs, le codage n'a rien d'innocent. Les baigneurs sont démembrés et les princesses finissent invariablement mal. Elle montre l'enfance comme monstre, et il faudrait ici parler, le temps me manque, mais du procès de Gilles de Rais, de Bataille, qui s'ouvre ainsi, je cite,
je cite Bataille, « Je serais maintenant amené à dire de quelle façon et dans quelle mesure le monstre qui, sous le nom de Gilles de Rais, puis de Barbe Bleue, hanta le triste pays de Rais, fut un enfant. » Elle montre l'enfance comme monstre, donc, et là encore, elle montre tout, c'est-à-dire aussi la cruauté de l'enfance, sa démesure, son appétit toute puissance. Son rêve, peut-être, d'un monde sain et sans fall, cruel, vierge, asexué. Je l'ai dit, l'enfance n'est pas chez elle un socle, plutôt un puissant fond, mais une destination. Elle la rejoint en réinventant son langage, elle monte en enfance plutôt que d'y tomber. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'en un sens, elle monte plus loin, plus haut que l'enfance, vers le mythe, vers l'archaïque, vers ce qui vient avant toute histoire, avant tout récit, avant même les contes et les légendes. Elle a par exemple exposé à Londres en 91, donc assez tard dans son itinéraire, une série de dieux égyptiens, ses uniques bronzes. Elle va vers l'impersonnel. Plus de jeux, JE, plus d'aveux, pas d'aveux, ni de récit familial, mais une scène cosmique où s'affrontent des grandes puissances élémentaires. Il se trouve que j'ai peu de goût pour le roman familial et pour le récit de soi, ainsi que pour la réduction de plus en plus autoritaire, là encore dans le champ littéraire contemporain, du jeu au moi, et que je me méfie de ceux qui, disant moi-je, prétendent atteindre l'universel. Rien de tel chez elle. Mais c'est peut-être, j'énonce ici une hypothèse, c'est peut-être que l'enfance fêlée ouvre au mythe, que l'enfance profondément abîmée ne peut être un tant soit peu réparée que par l'impersonnel, précisément, et non par l'art individuel. J'en viens à une deuxième carte, l'impénétrabilité. Et je voudrais ici regarder d'un peu plus près certaines œuvres de Niki de Saint-Phalle. Alors, je ne les ai pas reproduites dans le livre, car l'un des enjeux, je l'ai dit, consistait à... des enjeux artistiques, pour moi, consistait à en proposer une traduction littéraire, donc à les donner, non pas à voir, mais à imaginer. Mais on va donc aujourd'hui en voir quelques-unes. En voici déjà une. Est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu la lumière, s'il vous plaît, pour qu'on voit mieux les... Alors, on peut peut-être faire défiler, merci, les 6 premières, que j'ai disposées ici selon un ordre chronologique qui n'est en rien celui du livre. Oui, merci. Qui mène donc des années 1958 à 1968, c'est-à-dire des assemblages. C'est la première image que vous ayez vue, aux nanas, sur lesquelles on va finir, via les tirs que vous voyez là. Ça, c'est la première séance de tir, un passeron-saint. Voilà, ça c'est un peu plus tard, les tirs à Malibu. On en vient ensuite aux accouchés. Vous allez voir le très malaisant accouchement rose. Puis aux mariés. Vous allez retrouver celle de Cybèle du Centre Pompidou. Pardon, l'exercice est malaisé. Merci beaucoup. Voilà une mariée. Et enfin, donc, les nanas que vous connaissez. Bon. Donc, c'est une séquence brève. Tout ça se développe sur 10 années. C'est aussi un trajet, vous le voyez sans doute, accidenté, très énigmatique. Bon. C'est d'ailleurs aussi, là encore, Clotilde le disait, c'est aussi cette puissance de métamorphose que je piste chez elle. Elle avait pour formule capitale du neuf ou rien. Je crois cependant qu'il y a sous ce trajet une logique, plus exactement une dialectique, qui opère entre le dedans et le dehors, mais peut-être plus encore entre la pénétrabilité et l'impénétrabilité. Alors, je précise que les toutes premières œuvres de Saint-Phalle datent de son internement à Nice en 1953. C'est Harry Matthews, là encore, qui lui a apporté crayon et papier à l'hôpital. Et il lui a répondu, quand elle lui a demandé pourquoi il y avait des barreaux aux fenêtres, pour attraper les papillons. Or, Saint-Phalle raconte qu'avant son internement, juste avant, elle portait en permanence dans son sac et avait aussi en double sous son matelas tout un arsenal létal, ciseaux, couteaux, rasoirs, histoire d'avoir ce qu'il fallait sous la main pour en finir, si l'envie lui en prenait.
C'est cet arsenal assassin qui est fixé dans les premiers assemblages. Donc c'est la première image que vous avez vue tout à l'heure. Elle le fixe à même un cadre, mêlé à des ustensiles ménagers, lesquels, on le sait, peuvent aussi devenir les instruments d'une mort blanche, d'une mort lente dans l'asphyxie du foyer. Elle fixe cet arsenal comme s'il passait de sa peau, au tableau. L'arsenal est encore là dans les tirs. Alors les tirs, ça commence en 61-62, c'est-à-dire en pleine guerre d'Algérie. Il est encore là dans les tirs, mêlé à des poches de peinture, des jouets cassés, de la sauce tomate, des œufs, etc. Et surtout recouvert d'une triple couche de blanc immaculé. Les armes, mais aussi l'espace intérieur dévasté de Saint-Phal, disparaissent sous cette surface laiteuse dont la virginité appelle le saccage. Et c'est ce que Saint-Phal fait avec les tirs. Elle troue le blanc, elle le déflore, elle-même moulée dans une combinaison blanche d'Amazone ou de Catwoman, devenue elle-même arme blanche. Plutôt que de s'en sortir sans sortir, comme dirait Gerasim Luka, elle s'en sort en tirant. Elle dira, la citation est bien connue, qu'elle tirait à l'époque sur « Papa, tous les hommes, les petits, les grands, les importants, les gros, les hommes, mon frère, l'église, le couvent, l'école, ma famille, ma mère, tous les hommes, papa, moi-même. » Avec les tirs, elle invente un rite efficace, puissant, car il agence des grands signes simples. Virginité et souillure, destruction et création, violence et jeu, précision et hasard, sacrilège et liturgie. Elle a aussi tiré sur des cathédrales et des autels, dont l'autel OAS pour œuvre d'art sacré. Elle sacre, le massacre, mais elle sacre le massacre en tirant sur le sacré. Bon. Elle rejoint ainsi ce que Giorgio Agamben appelle le paradigme liturgique des avant-gardes, c'est-à-dire l'invention d'un rituel dont la célébration garantit l'efficacité et où c'est le salut même de l'artiste qui se joue. Elle dit encore que c'était, je cite, une jouissance extraordinaire, que les tirs, cette magie blanche, chassaient les idées noires, les idées suicidaires, qu'elle aurait pu tirer sa vie entière, qu'elle a dû se faire violence pour passer à autre chose. Elle passe à autre chose, toujours. Aux tirs succèdent les accouchés, donc on a vu rapidement l'accouchement rose. Les accouchés, ce sont des parturiantes écartelées dont la chair est un champ de guerre, où se mêlent attributs de la fécondité et symboles guerriers, fruits et fleurs, avions de chasse et soldats de plomb. Saint-Phal dit d'elles qu'elles sont à la fois, je cite, à la fois père et mère. De fait, elles agrègent tous les attributs et paraissent ainsi en dépasser la distribution entre le masculin et le féminin. Elles les condensent dans ces nourrissons phalliques, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, qui pendent entre leurs cuisses haut coupées. Mais ces puissances, qu'elles soient guerrières ou génésiques, sont à travers elles, à travers les accouchés, dénoncées, bien plus qu'exaltées. En fait, tout se passe comme si les accouchés avaient absorbé les tirs. Fatras intérieur, fouillis organique, s'exhibe en elles, sans plâtre blanc, lisse et vierge, pour les recouvrir et les panser. C'est comme si le blanc avait déjà été tiré, déchiré d'un coup pour découvrir la chair malade qu'il masquait. De ce carnage surgissent alors les mariés. Leur chair s'est refermée, couturée, et le blanc est là, de nouveau, qui les drape en lourde parure de voiles, de tulle et de drapés. Un linceul qui les ensevelit, mais qui les protège aussi. Il y a, à mon sens, un très puissant Noli me tangere dans ces mariés. Une très grande puissance de mise à distance. Donc on a ce mouvement, j'essaie ici de retracer ce mouvement, tel que je le lis, par lequel l'arsenal suicidaire d'avant Nice, d'avant l'HP, passe de la peau de Saint-Phal à ses tableaux, puis avec les tirs vient les trouer, avant de se ficher dans la chair grouillante et dévastée des accouchés, pour être enfin, avec les mariés, lui-même mis au tombeau. Alors, un beau matin, elle le raconte comme ça, un beau matin, surgissent les nanas. Et c'est vraiment un surgissement ex nihilo. C'est vraiment, pour le coup, du neuf à partir de rien.
Les nanas n'ont rien à voir avec ce qui les précède. Plus de grappes ni de grouillements, mais la surface lisse du polyester et du polystyrène, qui étaient les matériaux d'élection de Saint-Phal, mais qui ont aussi fortement aggravé la maladie pulmonaire dont elle souffrait. Donc elle a en quelque sorte choisi de sculpter son matériau suicide. Donc plus de blanc ni de coulées de peinture, mais la ligne claire de motifs épurés, enfantins, que vous connaissez. Surtout, c'est ça qui m'importe, plus de tirs ni de plaies, plus de chair blessée ni langée. Les nanas, on ne l'a jamais remarqué, pas plus qu'on a vu à l'époque qu'elles étaient noires. Les voir comme femmes et si visibles, c'était déjà trop pour la critique. Les nanas, donc, sont impénétrables. Leur corps est fermé, rigoureusement hermétique, sans organes ni orifices. Et dans le même temps, elles sont enceintes, excessivement enceintes même, à la fois énormes et envolées. Les nanas sont pleines et elles sont le plein. Tout se passe comme si elles formaient à elles seules des mondes autarciques et soustraits à la pesanteur. Nées du néant, elles portent le fruit d'une immaculée conception. Elles habitent ou sont à elles-mêmes un monde d'où les hommes sont absents. Et cependant, il y a toujours chez Saint-Phal dialectique ou ambivalence, et j'aurais à revenir sur celle-ci, pas plus que de corps, elles n'ont de visage ni de tête. Elles dansent ainsi sur un fil ténu, ambigu, à la fois armées de monstres acéphales lancés à l'assaut de ceux qui les ont décérébrés, et exaltation d'une puissance féminine qui, cependant, et à l'image même du schéma dénoncé, résiderait tout entière dans le corps et la féminité. Alors cette dialectique dedans-dehors traverse toute l'œuvre de Saint-Phal. Elle a ainsi créé des sculptures habitables, parmi lesquelles la On, c'est l'image suivante, On qui signifie elle en suédois, qui a été créée puis détruite de concert avec Tinguely en 1966. Merci. La On, vous le voyez, c'était allongée sur le dos dans le hall du Moderna Museet de Stockholm, une géante en gésine dans laquelle on pénétrait par le sexe. La plus grande putain du monde, disait Saint-Phal. Et à l'intérieur de laquelle on trouvait un cinéma, un toboggan, un milk bar dans son sein droit, un planétarium dans son sein gauche, un banc des amoureux, etc. Saint-Phal a, par ailleurs, elle-même habité dans l'une de ces sculptures habitables. Ça, ce sont les images, les dernières images. Merci. Elle a vécu dans l'impératrice du Jardin des Tarots. Vous la voyez ici, l'impératrice, à côté de la papesse et du magicien. L'impératrice, donc, c'est une immense sphinx noire dont le ventre est à l'intérieur recouvert de milliers d'éclats de miroirs. Une matrice aveuglante, hypnotique, où Saint-Phal a installé une cuisine dans le sein gauche cette fois, une salle de bain et une chambre à coucher dans le sein droit. Bon, elle a véritablement vécu là, pendant les quasi 20 années qu'ont duré le chantier pharaonique du Jardin des Tarots. Évidemment, mon livre est aussi né, l'impératrice est aussi en partie la matrice de mon livre. Ce livre est en partie né de ma fascination pour ça, cette double fusion très littérale de l'œuvre et de la vie, du rêve et du quotidien. Saint-Phal écrit à propos de l'impératrice, clair et droit, comme toujours, et en lettres capitales comme souvent, « Quel luxe d'être à l'intérieur de ma mère et de pouvoir regarder à l'extérieur. » Ou encore, « Je voulais inventer une nouvelle mère, une déesse mère, et dans ses formes renaître. » Ces mots, une fois de plus, consonnent avec cette formule de Sylvia Plath qu'elle a dans ses journaux. Renaître et pas d'une femme. On crée, écrit, peint, sculpte, peu importe, pour se réengendrer. Toute œuvre en ce sens est une sculpture habitable, y compris ces fragiles maisons de feuilles, ces folies, au sens architectural du terme, que sont les livres. On les construit, on cherche à chaque fois une architecture, une forme nouvelle, on y vit le temps de les écrire, et on en sort soi-même renouvelé. Et puis on recommence. Sauf que, avec Saint-Phal, on l'aura compris, rien n'est jamais linéaire ni univoque. Elle s'est construit un sphinx où se réengendrer, mais est venu un moment où, de nouveau assaillie par la maladie, affaiblie, vieillie, elle s'est sentie dévorée.
Elle a alors quitté l'impératrice, ses courbes, ses flancs tapissés de miroirs, pour s'installer juste en dessous, dans un espace absolument contraire, un studio rectangulaire aux murs blancs, construit par Tinguely pour la sauver. Elle dit qu'elle s'est sentie donc dévorée par cette mère, cette matrice qu'elle avait construite de ses mains. Il se trouve qu'avant d'entreprendre le chantier pharaonique du Jardin des Tarots, Saint-Phal a, au début des années 70, créé une série de mères dévorantes. La série s'intitule ainsi « Mères dévorantes ». Ces mères dévorantes viennent après les nanas et en sont une nouvelle fois l'antithèse. Ce sont des ogresses mornes, flasques et flétries, affublées de ridicules petits bibis, attablées à des tea parties où elles dévorent dans de la porcelaine fine les figures miniatures de leurs enfants et de leurs maris. Derrière elle, Saint-Phal masque bien sûr sa mère, mais très tard, en 91, elle dira que les mères dévorantes, c'était probablement elle avec ses enfants. Il se trouve qu'elle a abandonné ses enfants. Elle les a laissés à leur père quand elle est partie vivre avec Tinguely. Je ne suis pas sûre de comprendre et je ne voulais surtout pas fictionner dans ce blanc comme certains l'ont fait. Ce que je sais, c'est qu'il faut à la fois protéger ses enfants de son travail et son travail de ses enfants, que parfois on n'y arrive pas, et surtout qu'on a besoin de modèles pour y arriver. Modèles dont Sylvia Plath, comme Niki de Saint-Phal, dans les années 50, manquait cruellement. Donc je me suis contentée, dans ce livre, de décrire une photo où on la voit très jeune, mais terne, lasse et voûtée, avec un petit garçon blond qui joue à ses pieds, où on la voit elle-même mère dévorée. Et je me suis contentée de citer ces mots à elle, des années après, où elle dit qu'il lui a fallu pour se racheter, prouver que ça en valait la peine, travailler comme une folle et à des projets fous, comme si, dit-elle, on la propulsait d'un canon. Et de fait, là encore, l'enfance est devenue destination, c'est-à-dire qu'elle a abandonné ses enfants, mais elle a semé de l'enfance partout dans le monde. Des nanananis, des monstres et des dragons, des terrains de jeu géants, comme pour recueillir les enfants qu'elle avait abandonnés et l'enfance dont elle a elle-même été expulsée. On peut regarder les deux dernières, mais c'est... Merci beaucoup. Bon, c'est encore là. C'est la chambre de l'impératrice. Mais j'en viens à présent à une troisième et dernière carte, à travers laquelle je voudrais décrire rapidement le rapport de Saint-Phal au féminin, enfin y revenir, et tenter d'identifier ce qu'on pourrait appeler la formule Saint-Phal du féminisme. On l'a vu, Saint-Phal travaille sur le corps féminin dans des états glorieux ou ravagés, et toujours à travers une rhétorique d'amplification, de démesure, d'excès. Fidèle à son programme, elle montre tout, et là encore, elle montre tout comme monstre, que ces monstres soient dansants ou dévastés. Mais ce n'est pas tout. Non seulement elle creuse dans l'intérieur, on vient de le voir, accouchée, écorchée, sculpture habitable, mais elle sort de l'intime. Et ça aussi, ça me retient chez elle, ce privilège de l'intérieur sur l'intime. Elle sort de la chambre, et doublement. D'abord, parce que le geste à travers lequel elle orchestre ses motifs est, je l'ai dit, d'emblée et délibérément politique. Ensuite, parce qu'elle installe ses œuvres au cœur de l'espace public, ce qui au début des années 60 était radicalement nouveau. Seule Barbara Epworth l'a fait, et pas de façon aussi manifeste. Elle s'empare donc de l'espace, tant symbolique que géographique, réservé aux hommes. Elle prend la rue, y compris avec des figures de prostituées, comme sa Waldaf, y compris en faisant elle-même la pute, comme elle dit. Elle prend la place, elle vole le feu. Et il faut dire quand même ici, toutes les petites filles qui sont un jour tombées au coin d'une rue sur l'une de ces sculptures le savent, il faut dire la puissance d'empowerment de ce geste-là. Moi, je me souviens très bien d'avoir vu petite la fontaine Stravinsky, j'ai grandi à Paris, de m'être dit, on a le droit d'être une fille et de faire ça. Reste que, comme toujours avec elle, rien n'est univoque. Ainsi, les généalogies tant artistiques que familiales qu'elle se construit ou s'invente ne comptent que des hommes. Du côté des généalogies artistiques, le facteur cheval
Antoni Gaudi et Simon Rodia, soit la lignée des grands outsiders, des grands marginaux, ce qui n'est pas la même chose que la lignée des avant-gardes. Du côté des généalogies familiales fantasmées, eh bien de nouveau Gilles de Rais. Elle a cette phrase folle, il y a lui et après il y a moi, tout le reste, ça ne compte pas. Avec tous ces hommes, la relation qu'elle instaure est de rivalité. Il s'agit de faire plus grand, plus fort, plus fou. Et jouant ce jeu-là, non seulement elle se fait un nom, mais elle fait son nom, ce glorieux patronyme de Saint-Phal. Elle érige dans le jardin des tarots des tours flacides ou turgescentes. Elle couche dans le cercueil de Dadi un phallus de carton-pâte rose pâle, etc. Il s'agit donc de vaincre les hommes sur leur propre terrain et de s'approprier, très littéralement, très ironiquement donc, l'organe du pouvoir, comme le fera plus tard Louise Bourgeois avec le phallus nommé fillette. Mais il s'agit aussi de jeter dans la bataille les attributs dits féminins, ce qu'elle formule ainsi, de façon assez drôle, elle est assez drôle, construire des monuments plus gros tout en portant des beaux chapeaux. Ce serait cela, la formule Saint-Phal du féminisme, utiliser toutes les armes, en dégager toutes les puissances et vaincre sur tous les terrains. À quoi s'ajoute qu'elle a tout de suite gagné. Elle a connu un succès immédiat avec les tirs, éclatant avec les nanas, elle a eu de nombreuses commandes d'État. Nikita Saint-Phal est le contraire d'une maudite. Elle a énormément séduit, ce qui d'ailleurs la rend aussi suspecte aux yeux de beaucoup. Et en luttant contre le patriarcat, elle en a tout de suite remporté les attributs. Gloire, argent, pouvoir. Il y a donc chez elle cette façon de tenir les deux corps, et beaucoup plus encore. Cette façon de tenir les deux corps, on la retrouve chez Tinguely. Ils ne cessent de se faire écho l'un à l'autre. Tinguely qui déclare « Le tout masculin, je cite, le tout masculin est complètement idiot, le tout féminin est tout aussi bête. La seule solution réside dans l'hermaphrodisme, qu'il soit apparent ou non. » Leur histoire, la magnifique formule amoureuse qu'ils ont inventée, qui est à la fois libre, inaltérable, gémellaire et joueuse, est comme une mise en œuvre de ces mots. Soudée à la fois par l'enfance fracassée, par le désir, par le travail et peut-être avant tout par le jeu. Dans une lettre posthume très belle qu'elle lui a adressée, elle écrit « Nous savions jouer et nous savions comment jouer ensemble. » Ils sont ensemble, Tinguely et Saint-Phal, comme les êtres sphères du banquet de Platon. Ces êtres sphères dont Platon décrit la force terrible, la vigueur et l'orgueil immense. Dans les interviews et les documentaires, ils paraissent jouer le grand duo, les grands rôles masculins-féminins, tout comme le grand duo de l'aristocrate et du prolétaire. La mère de Tinguely était femme de ménage, son père ouvrier. Mais ils ne cessent en fait de les perturber. On n'est pas du tout dans un schéma de Muse, de Pygmalion, mais dans l'invention d'un nouveau schéma qui, pour parler encore avec les Grecs, est à mon sens celui de l'agone, c'est-à-dire celui d'un grand combat entre égaux, une rivalité fondée sur la réciprocité. Ils disent par exemple, je trouve cette formule magnifique, qu'ils sont une amplification l'un de l'autre, ou encore qu'ils se hissent chacun une marche de l'escalier plus haut. On est cette fois au plus loin de la relation entre Sylvia Plath et Ted Hughes. Plath, dans son journal, écrit à propos de Hughes « Sommes-nous comme des vampires à nous nourrir ainsi l'un de l'autre ?» Saint-Phal, elle, dans sa lettre posthume à Jean, écrit « Jean, je mange ta force ». On a d'un côté, vous voyez, une formule vampire et de l'autre, une formule cannibale. Mais la formule vampire a laissé Plath exsangue, suicidée à 30 ans, quand la formule cannibale a nourri à la fois Saint-Phal et Tinguely, parce qu'elle était essentiellement balancée. À quoi s'ajoute leur talent à tous deux pour ne pas être que deux, pour créer des communautés, qu'il s'agisse de la tribu du Jardin des Tarots, qui m'a accompagnée pendant tout le livre, adoptée en fait, ou de la bande de bricoleurs super louches de Tinguely. Ils ont ce don pour agréger autour de leur noyau en fusion d'autres énergies fortement cinétiques, d'autres désirs et d'autres fidélités. Ils disent nous, et même quand ils parlent seuls. Saint-Phal écrit ainsi,
et je m'arrêterai là. Saint Phal écrit ainsi, je cite, « Hommes, femmes, vieillards, enfants, ne sommes-nous pas tous là à la fois? On se rend très malheureux en se coupant de ses possibilités. » Ici, elle parle encore comme Sylvia Plath, qui très jeune se décrivait comme, je cite, « la fille qui veut être tout ». Mais c'est, je crois, que toutes deux savent qu'on ne sculpte, écrit, peint, etc., qu'à condition, en effet, de ne pas faire bloc avec soi, de laisser affleurer en soi d'autres corps et d'autres voix. Et c'est ainsi que Saint Phal a pu à la fois tout montrer du corps des femmes et en tirant sur ou en étirant maximalement les limites du genre et de l'assignation, faire naître de son corps et de l'enfant brisé qu'il abritait des tours immenses et des cathédrales mitraillées, des sorcières rouges et des châteaux de barbe bleue, des monstres dansants et des hermaphrodites voltigeurs, tous réunis en un cortège triomphal. Je vous remercie. Merci beaucoup Gwenaëlle pour ce magnifique exposé qui se clôt sur une définition inédite de la féminité qui serait ne pas faire bloc avec soi, être tout, mais finalement être tout, c'est aussi là dans le sens de nous ce qu'on appelle aussi depuis Lacan le pas tout, voilà, ne pas faire bloc avec soi. Ne pas faire bloc avec soi, c'est une phrase que j'emprunte à Henri Michaud. En revanche, effectivement, là je ne l'ai pas cité, mais il se trouve que dans La sorcière de Michelet, livre dont on sait à quel point il a été important, notamment pour Duras, Michelet a cette formule à propos de la sorcière, il dit « Elle a une envie de femme, une envie du grand tout ». Voilà. Et voilà. De fait, ça résonne chez Plath très explicitement, ça résonne aussi chez Saint Phal, oui. Alors, je suis très heureuse aussi d'accueillir Emmanuel Bornis-Desbordes, que je n'ai pas présenté tout à l'heure, mais qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation à venir animer cette table et discuter avec Gwenaëlle, puisqu'elle avait déjà, elle-même est maître de conférence HDR à l'Université de Rennes, mais elle avait déjà beaucoup travaillé sur Niki de Saint Phal, et nous avions d'ailleurs partagé une table dans un colloque à Rennes sur corps et création, et donc Emmanuel va discuter avec Gwenaëlle. Je te donne la parole. Merci. Bon, merci pour cette intervention, merci pour cet ouvrage, car il est vrai que s'il y a eu beaucoup de choses quand même d'écrites, de dites et de vues concernant Niki de Saint Phal, il y a quelque chose là qui j'ai trouvé en tout cas très, très personnellement fait un petit peu événement dans la manière dont vous convoquez cet artiste, peut-être aussi particulièrement dans l'époque dans laquelle nous sommes, et où sur la question, au-delà de la construction tout à fait singulière de l'œuvre de cette femme, une œuvre d'ailleurs qui bouge beaucoup, vous l'avez déjà montré, vient en tout cas interroger tout à fait particulièrement et convoquer une question politique. Donc, qui me semble, même si on la ramène souvent aux années 70 avec tout ce que ça a pu impliquer, de ces prises de position à tous les niveaux, me semble d'une grande actualité dans la manière dont vous tirez des fils concernant finalement ce qu'il en est de ce qu'on peut appeler la féminité, ce qu'on peut appeler aussi, pourquoi pas, la revendication féminine, la politique concernant la question féminine, qui, vous le dites très bien dans votre livre, n'est justement jamais rabattu sur quelques prises de position qui viendraient comme ça écraser toute la singularité de ce qu'elle a pu produire. Alors, il y a sans doute, nous n'avons pas beaucoup de temps, il y a énormément de choses à dire. Moi, j'ai beaucoup accroché à votre ouvrage d'emblée par son titre, Saint Phal, montée en enfance. Alors c'est vrai que c'est pas j'ai envie de dire que ce livre aussi est sans doute un petit peu logé sous ce sous-titre, montée en enfance, qui est pas du tout quelque chose de classique. Ça a l'air tout simple comme ça. Je trouve ça d'une complexité absolue et en même temps en droite logique avec le parcours de cette femme et ce que vous avez à en dire. Puisque,
peut-être, on voit bien l'endroit et l'envers de se monter en enfance. Habituellement, évidemment, discours courant, tomber en enfance, tomber amoureux, tomber enceinte. Enfin, c'est épouvantable, d'ailleurs, ce genre de choses, quand on y réfléchit. Nous, ce serait plutôt tomber sur un os. Et finalement, là, peut-être que cette Niki de Saint-Phal et ce que vous nous en dites, de tout à fait rénover, je trouve, vraiment, j'incite à la lire et à lire cet ouvrage, ça nous intéresse bien plus. Rencontrer un os, là où on est tous pris dans une certaine continuité et du temps et de ce que l'on construit, d'un automaton comme ça qui va nous écraser quand même assez vite. Bon. Alors vous prenez, j'ai envie de dire, le contre-pied, c'est monter. Alors évidemment, là, ça nous intéresse aussi. Monter à l'échelle ou à l'escalier, éventuellement à l'escabeau, si ça peut faire écho à quelques-uns. Mais là, vous dites monter en enfance. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant, vous le dites très bien, c'est que on n'est pas du tout dans retour à la nostalgie de l'enfance. L'enfance est d'emblée, au fond, une enfance monstre, une enfance trouée. Vous dites d'ailleurs, aller vers l'enfance comme on va vers la fin, la reprenant. Oui, là, je parle de moi, pas d'elle, mais ouais. Voilà, elle a une des évocations un petit peu de cet ordre. Et elle, c'est plutôt, effectivement, j'emmène avec moi l'enfant terrifié. Bon. Alors, peut-être, j'aurais pas mal de choses à dire. Ce que j'ai un petit peu retenu, qui fait peut-être écho à des choses qui ont été dites d'une autre manière ce matin, c'est que j'ai trouvé que la manière dont vous avez d'aller aborder, on va dire, la question sexuelle, le sexe en général, après elle, est très intéressant, parce qu'au fond, alors là c'est un petit peu peut-être plus dans notre champ analytique, nous savons combien la question sexuelle peut être toujours associée à finalement ce qui a toujours fait trauma pour chacun. Le sexuel comme trauma, le sexuel comme effraction, et on pourrait dire, concernant notamment Niki de Saint-Phal, que là il y a quelque chose d'un redoublement par l'effraction traumatique auquel elle a eu affaire dans son enfance. Bon. Mais en même temps, tout ce qui jalonne finalement cet ouvrage et ce que vous nous en dites, c'est que, et je trouve que c'est particulièrement cela que j'ai prélevé, certes, il y a le traitement singulier de la rencontre avec une enfance qu'elle dit trouée, monstrueuse, mais qui aurait pu justement, elle, la fille, la jeune fille puis la femme, qui aurait pu ne pas s'en remettre, voire même s'identifier au trauma vécu ou à toutes ces figures effectivement qui viendraient la figer. Or, elle a un traitement tout à fait singulier qui finalement fait qu'elle élève. Vous avez plusieurs expressions de ce type dans votre ouvrage. Une rencontre traumatique finalement élevée à une, on pourrait presque dire une certaine Aufhebung, une certaine, je crois que c'est Jacques Alain Meiler qui parlait d'une opération ascensionnelle, parlant de la sublimation et de la pulsion. Et là, je trouve que vous l'accompagnez dans ce mouvement. Je crois que même c'est peut-être ça que vous avez rencontré quand vous disiez que c'est venu à un moment, l'écriture de cet ouvrage, un moment peu drôle de la pandémie, on peut dire ça comme ça. Non, ça date d'avant. En fait, ce livre venait d'une commande. Ça n'est pas un essai sur Saint-Phal. Le projet, c'était vraiment une éditrice souhaitait aménager une rencontre entre elle et moi. Bon. Et de fait, je commence à avoir... maintenant, que j'écris, un bon usage de la commande. Non, je sortais en fait, mais c'est pas indifférent quand j'ai écrit ce livre, je sortais d'un roman qui s'appelle La Folie Elisa, qui travaillait une matière très contemporaine, donc une matière noire, là encore. Et je sais désormais que quand je sors de ces livres-là, qui travaillent vraiment sur l'extrême contemporain, je suis complètement épuisée en fait. Ces livres qui puissent très très profond, et c'est le bon moment pour accepter des commandes. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai accepté cette commande sur Sylvia Plath il y a quelques années, et à présent, enfin maintenant il y a maintenant 2 ans, cette commande sur Saint-Phal. Ce sont des livres jumeaux en vérité, même s'ils sont séparés par plusieurs années. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose sur Saint-Phal. Bon. Mais vous avez raison. Ce qui m'intéresse, je l'ai dit au début, ce que je traque chez Plath comme chez Saint-Phal, c'est un mouvement qui est aussi à l'œuvre dans mes romans et chez les personnages, hommes ou femmes d'ailleurs, qui les peuplent. C'est-à-dire, c'est ce mouvement de survie dans les 2 sens du terme. C'est la question de
voilà, de l'art comme geste de conjuration. C'est ce mouvement. J'emprunte à Adorno, mais effectivement, c'est l'effet bouclier de percée. Voilà, comment on renvoie au monde la violence qu'il vous fait. Bon. Donc la lecture que je propose de Saint-Phal est très... Enfin, plus, ce n'est pas... c'est un livre qui est transgenre, ce livre-là. C'est de la littérature, dont j'ai extrait ici des propositions théoriques susceptibles de vous intéresser. Mais voilà, donc je la lis comme ça. En même temps, c'est effectivement, on le voit, on l'a vu tout à l'heure, il y a cette puissance de métamorphose est manifeste. Et on voit aussi à l'œuvre, effectivement, la puissance que vous disiez ascensionnelle. Oui, ça c'est très clair. Ouais. Cette façon de transmettre le plomb, le lourd legs, enfin, de la lignée, de l'histoire individuelle, en autre chose. Et ça passe aussi par l'impersonnel. Je tiens beaucoup à cette question de l'impersonnel. Est-ce que vous, pour peut-être pointer deux aspects, qu'est-ce que vous pourriez nous dire Ah, je suis pas dedans. Ah oui. Peut-être la question, est-ce que vous seriez d'accord? Moi, je l'ai un peu attrapé comme ça. Est-ce que vous seriez d'accord que finalement, au-delà, évidemment, de l'événement traumatique, de l'inceste, au-delà de la quête si difficile pour elle de se revendiquer, en tout cas, dans une position de jeune fille, de jeune femme, à l'abri, effectivement, de toutes les... Voilà, qui est surtout le début de son œuvre, est-ce que vous seriez d'accord pour dire, finalement, elle est toujours, déjà en mouvement, ça c'est certain, à l'image de ces nanas, en quête d'un lieu, c'est-à-dire que même dans ce qu'elle, sans pousser l'interprétation, c'est pas du tout l'objet, voilà, mais en quête, je trouve qu'il y a eu quand même une évolution, vous voyez, dans son œuvre, vous le pointez également, et que progressivement, on voit qu'elle est en quête d'un lieu. Là où on parlait de trou, tout à l'heure, il y a quelque chose de, c'est pas boucher le trou. Quoique les nanas, vous disiez qu'elles sont pleines et entières, il y a quelque chose de très exalté. Est-ce que là, il n'y a pas la quête d'un lieu à l'endroit du trou, voyez, mais dans quelque chose avec tous ces éclats, ce corps qu'elle façonne avec éclats de miroir, couleurs, enfin c'est quand même très étonnant. C'est autre chose quand même que les couteaux du début. Ah oui, oui. Et un lieu qui ne serait pas, c'est peut-être un peu compliqué comme je vous l'énonce, un lieu qui ne serait pas sans lien, au sens de ce qui fait lien pour elle, et notamment quand même, on va l'appeler l'amant, même si elle a vécu Jean Tinguely, avec lequel elle a vécu quand même sans doute le meilleur pour elle, le pire sans doute, mais le meilleur, du côté de quand même comment ils se sont noués ces deux-là dans une drôle de formule amoureuse, comme vous dites. Vous voyez, et que sans doute quand même c'est un homme qui lui a peut-être, c'est une question, permis à sa manière qu'elle s'autorise pour le coup. Je pense que la permission, là encore, a été réciproque. Il y a ces phrases c'est ça qui est beau. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que justement, on est dans un autre schéma. Et je crois d'ailleurs qu'ils en sont très conscients. Les phrases circulent de l'un à l'autre, sans cesse. Il y a un système d'écho. Elle dit sans l'art, je serais devenue terroriste. Bon. Et lui reprend ça. Oui, enfin, bon. Non, je crois que ça circule. Alors, lui a des phrases effectivement magnifiques. Il lui dit tu es folle, sois allée jusqu'au bout, par exemple. Bon, genre de phrases qui vous aident. Voilà. Mais d'elle à lui, il y a ces phrases-là aussi. De même que dans leurs œuvres communes, le jeu est sans cesse. Les rôles s'intervertissent en fait sans cesse. Les rôles sont sans cesse perturbés et circulent sans cesse de l'un à l'autre. Ils le disent. Tinguely dit voilà, là c'est elle qui avait la main, puis moi je l'ai reprise, et puis elle ensuite. Bon, c'est ce qu'ils appellent le jeu. C'est ça qui circule en fait. C'est ça le lien est là. Quant au lieu, enfin le lien avec lui. Quant au lieu, oui, bien sûr, évidemment. Après, dès qu'elle a construit un lieu, elle le quitte, mais c'est normal. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on recommence et que les lieux ne sont pas des tombeaux. Même les sphinx ne sont pas des tombeaux. Je le disais très rapidement tout à l'heure. Je pense que toute œuvre est une sculpture habitable. Un livre est une sculpture habitable. La Folie Elisa, ce livre dont je parlais rapidement tout à l'heure, a la structure d'une maison. Folie au sens architectural, Elisa c'est le palindrome d'asile. On se construit, bien sûr, des maisons provisoires. Pérex avait
Perec savait bien ça aussi. Oui, donc on cherche des lieux qui sont autant de peaux, qui sont autant de peaux, de nouvelles peaux, mais qui accompagnent aussi des mues. Passer d'un livre à l'autre, ou d'une sculpture à l'autre, d'une œuvre à l'autre, c'est laisser derrière soi une vieille mue et en chercher une nouvelle qui soit plus large et plus souple et plus étincelante. Voilà. Mais effectivement, ce mouvement-là, chez elle, Tinguely a écrit un manifeste qui s'appelle Furstatique, qui en fait est un éloge de la vitesse. Elle va très vite. Il y a effectivement cette espèce de course chez elle, course dans laquelle elle sème. Alors elle sème, oui, elle sème des lieux, elle sème de l'ailleurs, quand même, c'est beaucoup un livre sur l'ailleurs. Le paradoxe étant que, alors que j'écrivais sur l'ailleurs, je me suis trouvée comme tout le monde, comme nous tous, assignée à l'ici. Alors que j'écrivais sur l'enfance, j'ai perdu les garants de mon enfance, j'ai perdu notamment ma grand-mère qui était, comme on dit, tombée en enfance. Donc ça a pris place dans le livre tout à coup. J'ai rejoué ces cartes-là. Bon. Mais voilà, donc oui, il y a cette façon de rejouer et de triompher. Pour moi, l'un des enjeux artistiques de ce livre, qui est une construction littéraire, c'était précisément d'adopter pour matrice, pour contrainte, la combinatoire des tarots. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on est écrivain? Calvino, qui était membre de l'Oulipo, comme Harry Matthews, comme Perec, a écrit un livre qui s'appelle Le Château des Destins Croisés, que Saint-Phal a lu sans doute, qui a paru peu de temps avant la construction du jardin. Calvino a fait ça, il a cru devenir fou, parce que la combinatoire était infinie. Bon. Moi, je restreins la combinatoire parce que je ne tire que les cartes tirées par Saint-Phal, et en plus je choisis entre elles. Mais il y avait cette question-là, comment on intègre la combinatoire des tarots à la linéarité du ou des récits sans pour autant la réduire? Et comment on laisse du même coup aussi ouverte la combinatoire, vous voyez? Je voulais laisser place au hasard. Et en fait, c'est le réel qui a fait effraction sous la double forme autoritaire, fortement autoritaire que je disais. Mais voilà, j'ai rejoué. Et j'ai rejoué comme elle le fait, elle. C'est-à-dire, je le disais très vite, mais c'est à ce moment-là que le livre s'est mis à faire ce qu'il disait. Et c'est à ce moment-là, sans doute, que j'ai commencé à jouer vraiment avec elle. Gwenaëlle Aubry, je voudrais citer la dernière phrase de votre livre parce qu'on est obligé d'écourter un peu la discussion parce que nous sommes attendus pour le déjeuner, mais c'est une phrase que nous pouvons garder en tête aussi pour cet après-midi, ce que vous dites finalement de Niki de Saint-Phal au terme de cette promenade et cette exploration dans le jardin au tarot. Vous parlez d'elle comme d'une fille inarrêtable qui jusqu'au bout a forcé l'ailleurs dans l'ici. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup à vous pour ce magnifique exposé. Merci.